Bienvenue sur Audit et Tendance, le podcast sur l'audit interne d'aujourd'hui et de demain. Avec Pascal Legendry, contrôleur de gestion, auditrice interne chargée de l'évaluation de la performance à l'Université de Guyane. Autour d'une interview court format, découvrons les nouvelles terres d'accueil de l'audit interne. Pour cette première série de podcasts, mettons le cap sur le secteur de l'enseignement supérieur et observons. C'est vraiment intéressant et judicieux d'avoir inscrit justement le processus d'audit interne dans la boucle de l'amélioration continue. Voilà, moi, ce sont des valeurs qui me parlent, pouvoir s'auto-évaluer finalement, puisqu'on C'est ça. évalue les autres, mais s'auto-évaluer pour s'améliorer. En tous les cas, c'est une belle démarche. Dans cet esprit, en fait, pour compléter ce propos, l'auditeur va toujours vérifier l'existence de fiches de procédure, de cartographie de processus, de cartographie des risques, etc., du processus audité. Donc, je pars du principe que je dois à minima avoir moi-même dans mon processus d'audit ces éléments-là, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, j'observe aussi les réflexions comme étant un moyen d'amélioration du processus d'audit lui-même. Donc, je pense que un de mes dadas, entre guillemets, tu pardonneras l'expression, c'est qu'on arrive à convaincre non pas par l'affirmation, mais le plus souvent par l'exemple. Et donc, je me l'applique, en tout cas dans la mission d'audit. Oui. Et ce qui revient souvent des écrits autour de l'efficacité de la reconnaissance de la fonction d'audit et du travail d'audit, c'est le professionnalisme des auditeurs. Et clairement, en se remettant en question et en prenant en compte les attentes et les axes d'amélioration souhaités par le terrain et par la gouvernance, euh, je pense qu'on peut renforcer son professionnalisme et être d'autant plus efficace et accepté au sein de la communauté. Oui, c'est effectivement l'idée. Le plan d'amélioration, là on en est un petit peu loin du positionnement de l'audit, mais quelque part ça en fait partie. C'est parce que c'est un moyen de valoriser finalement le positionnement de l'auditeur et de valider le, le- le choix qui a été fait, quoi. Le fait qu'on ait des retours des services audités sur la façon dont ils l'ont perçu, la façon dont la mission a été conduite, les conclusions et l'apport finalement de la mission sur le processus valide, en tout cas à Lyon 3, a validé le choix qui avait été fait en amont de cette organisation-là, quoi. C'est en ce sens-là où ce plan d'amélioration est aussi important, quoi. Oui. Alors, je vais en venir à une autre question. Concernant l'environnement de contrôle, on sait que l'audit interne s'inscrit dans un environnement de contrôle. On parle de modèles de 3 lignes de défense, donc qui sont 3 lignes de maîtrise. Donc, au quotidien, on va avoir des contrôles effectués par les opérationnels. On parle de la première ligne de défense, donc de maîtrise des risques, de maîtrise des processus. La deuxième ligne de défense, c'est le contrôle interne. Et puis la troisième ligne, c'est l'audit interne. Donc le contrôle interne qui va faire des contrôles périodiques euh, sur les activités, les opérations des opérationnels. Et la troisième ligne, l'audit interne, qui va donc évaluer le niveau de maîtrise des risques de l'établissement. Au niveau de l'université de Lyon 3, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez ce modèle ou est-ce que il y a entre, voilà, entre la pratique et la Oui. théorie, euh, est-ce que vous arrivez à vous coller à ça ou la pratique vous amène à vous adapter autrement? Alors, le modèle des 3 lignes de défense est une référence, notamment au niveau international, qui a été décliné un peu partout et qui a été mise en avant de manière quasi systématique dans les missions d'audit.
faut savoir qu'il a évolué, hein, puisque le dernier modèle des 3 lignes de défense date, je crois, de juillet 2020. Le premier modèle était assez théorique et à mon sens, pas forcément très adapté, à la réalité du terrain. Le dernier modèle est un petit peu plus clair, me semble-t-il, et c'est ce qu'on retrouve, je pense, dans la quasi-totalité des établissements, même si ceux-ci n'en ont pas forcément conscience. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Le modèle actuel des 3 lignes de défense, c'est ce que tu viens d'évoquer. On a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau habituel, c'est-à-dire ce sont les opérationnels, tout simplement. Ce sont les agents et le management de proximité qui assurent le produit ou le service, qui est la finalité du processus. Donc là, ces personnels-là, ces services-là font effectivement au quotidien, ils ont au quotidien une activité, et dans cette activité, ils produisent des biens ou des services et font un certain nombre de contrôles. Ils n'en ont pas forcément conscience d'ailleurs, c'est pas toujours formalisé, c'est ce qu'on note dans les rapports d'audit, mais ça existe de manière informelle, et c'est ce qu'on appelle cette première ligne. Donc, elle existe partout. On a tous des services dans nos établissements de production, ressources, biens et services qui exercent encore une fois un certain nombre d'actions, un certain nombre de contrôles, sans forcément en avoir Tout conscience, à il faut fait. bien le mettre en Oui, avant. tout à fait. La C'est vrai. deuxième ligne, dans le dernier modèle, la dernière mouture du modèle, fait référence à tous les services, entre guillemets, qui sont au-dessus, ce qu'on appelle les services support ou les services soutien, voire certains services transverses qui font de l'opérationnel également, mais qui normalement doivent avoir une vision un petit peu plus globale, qui concerne l'ensemble de l'établissement. Par exemple, sur Lyon 3, on a comme dans de nombreuses universités, les services centraux sont au-delà des services opérationnels, mais ont une vision globale par rapport aux services des composantes. Et l'intérêt de cette vision globale, c'est justement de pouvoir voir ce qui se passe à droite et à gauche et de faire des alertes le cas échéant, et d'avoir une vision un petit peu plus uniforme, et de veiller à cette uniformisation des processus, des contrôles et des risques. Un risque dans une composante n'est pas forcément le même risque que dans un service central ou au niveau de l'établissement. Donc le rôle de cette deuxième, c'est global, stratégique, expertiser, assister, critiquer, entre guillemets, et à faire des alertes. On est toujours dans un domaine opérationnel, on est dans ce qu'on appelle le management au sens large. Première et deuxième ligne, c'est du management de processus au sens large, que ce soit opérationnel au niveau d'un service ou que ce soit au niveau de l'établissement. Le troisième niveau, la troisième ligne, effectivement, c'est l'audit interne, qui lui a une vocation un peu différente. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure par rapport à la définition de l'audit, si on revient à cette notion-là, l'audit interne n'est pas opérationnel, il est au-dessus de l'opérationnel. Son objectif, c'est de vérifier, quelque part, j'aime pas bien le verbe vérifier, on va plutôt dire évaluer ou constater, c'est encore mieux, que les 2 premiers niveaux fonctionnent. D'abord, que les 2 premiers niveaux existent, ce qui est pas toujours une évidence, et surtout Oui. qu'ils sont opérationnels au sens, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font ce pourquoi ils sont là. On le constate parfois, on a des services, notamment de 2e niveau, qui font de l'opérationnel et qui font pas du service de 2e niveau. Et c'est parfois là où le bât blesse. Donc 3e niveau audit interne, c'est évaluation, constat, recommandation. L'audit interne rend compte au président et au conseil d'administration. Les 2 premières lignes rendent compte aux organes de gouvernance. Donc ça, c'est la théorie. Et comme je l'ai dit par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, les 2 premiers existent dans la quasi-totalité des établissements. C'est le cas à Lyon 3. On a toujours un premier niveau, toujours un deuxième niveau. Là, peut-être, on a du questionnement à avoir, c'est sur la connaissance qu'ont ces 2 niveaux-là de leur impact et de la nécessité pour eux d'avoir des activités dites de... Alors, on parle de contrôle interne, je préfère parler de dispositifs de maîtrise. Qui comprend le contrôle Oui, de interne? maîtrise, de Voilà, gestion des risques, c'est ça. de maîtrise des activités. Et donc, c'est le rôle de l'audit interne par ses rapports ou par ses missions de conseil et d'alerter sur cette nécessité d'être plus présent sur ces notions de dispositifs de manière, encore une fois, à maîtriser l'ensemble des processus. À Lyon 3, on a les 3 lignes, les 2 premières et la 3e, au moins en théorie, au moins dans l'organigramme. Et encore une fois, je me répète, mais j'insiste là-dessus. Là où le bât blesse parfois, alors pas uniquement à Lyon d'ailleurs, mais dans d'autres établissements, c'est qu'encore une fois, dans l'activité réelle de contrôle et de maîtrise des risques au sein des 2 premiers niveaux. Ils le font parfois sans en avoir connaissance ou conscience et sans forcément le formaliser. Et comme on le dit très souvent, pour reprendre un terme de juge des comptes, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc
Donc il faut aussi une formalisation, et c'est là peut-être où il Oui. faut avancer. Donc par rapport à la théorie sur Lyon, on est plutôt bien placé. On avance sur la pratique dans un sens d'amélioration continue de ces 3 lignes de défense. Et si ces 3 lignes de défense sont opérationnelles, la gouvernance peut effectivement avoir cette assurance raisonnable que l'ensemble des processus de l'établissement sont maîtrisés. Là, on est dans l'idéal, hein, dans l'objectif idéal, cette assurance-là. On essaie d'y arriver. C'est la trajectoire qui se dessine. C'est Mais ça. c'est déjà un enjeu et même un défi parce que déjà la phase de formalisation, elle est conséquente, elle est chronophage, donc aux 3 niveaux. Donc formaliser tous les processus, faire des référentiels de contrôle interne ou de maîtrise des risques. Ce sont des phases qui sont importantes pour avoir ces 3 modèles, mais qui demandent un travail conséquent derrière. Très important. Oui, tout à fait. J'ai tendance à mettre toujours en avant l'idée que, alors c'est un réflexe d'auditeur aussi, qui n'est pas toujours souvent entendu, confronté à la réalité du terrain, mais c'est que sans formalisme, sans ce qu'on appelle les éléments probants dans le domaine de l'audit, on n'est pas capable de prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire, on est dans l'affirmation, on n'est pas forcément dans la réalité. C'est du discours d'audit, c'est du discours normatif. Confronté au terrain, c'est parfois difficilement audible, on le conçoit. Donc je pense qu'effectivement, dans ces domaines-là qui sont très chronophages, et les collègues sont confrontés à des difficultés quotidiennes, on le voit bien avec ce qui se passe actuellement, qui les amène à mettre de côté ces problématiques-là. Pour autant, du coup, on n'a pas cette assurance que là où on va correspond finalement à quelque chose d'efficace, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on peut le comprendre compte tenu encore une fois de la réalité du terrain et de cette nécessité d'être pragmatique. Et j'avais une dernière question alors tu as répondu en partie, qui avait trait aux effectifs humains, en fait, aux moyens en termes de personnel. Donc, tu disais qu'il y a d'autres directions, comme des directions de pilotage où on pourra retrouver la fonction d'audit. Je voulais savoir, est-ce que lorsque vous êtes rencontrés justement à une mission très spécifique ou à une contrainte d'effectifs, est-ce que la question de l'externalisation d'une mission d'audit s'est déjà posée au sein de l'université de Lyon 3? Et ou alors, est-ce que vous jouez un peu de mobilité interne, ou de recrutement spécifique? Oui, alors, il y a plusieurs éléments de réponse également, on va essayer de faire vite. Audit externe à Lyon 3, par rapport à la mission d'audit normative, encore une fois, non. La question ne s'est pas posée, mais elle pourrait, et je vais expliciter mon propos. Jusqu'à maintenant, les missions d'audit qui ont été commanditées portaient sur des processus qui étaient relativement connus, donc pour lesquels j'avais moi-même une expérience ou une connaissance, ou au moins des éléments de compétences suffisants qui permettaient d'aller jusqu'au bout de la mission. Il n'est pas forcément interdit de penser que sur une mission d'audit spécifique sur un domaine dont l'auditeur n'a pas de compétences particulières pourrait amener à l'externalisation. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Je pense que l'externe est peut-être un complément à l'audit interne, surtout sur des domaines qui pourraient être techniquement très complexes. Je pense par exemple à tout ce qui concernerait un audit technique d'un système d'information, par exemple. Tout à fait, oui. Voire du RGPD, des choses qui sont vraiment qui demandent des compétences techniques particulières. Donc ça me paraît être intéressant de considérer les 2 domaines. Il faut savoir qu'en pratique, la notion d'audit externe existe déjà. Ce sont ce qu'on appelle les audits de certification. Je prendrai 2 exemples, la formation continue ou les audits relatifs au versement des subventions Erasmus qui nécessitent des audits de certification par des organismes extérieurs. Donc là, c'est inhérent au processus formation continue dans le cadre de certification. Donc ça, c'est un complément finalement à la mission d'audit interne. Troisième élément de réflexion, pour compléter un petit peu ta question et qui me paraît particulièrement pertinente par rapport à l'actualité qui est la nôtre à Lyon, on a mis en avant depuis 1 an ou 2 avec
notamment mon collègue de Saint-Étienne, Xavier Royon, qui gère les missions d'audit à Saint-Étienne, on a mis en avant l'idée de partager deux choses. La première chose, c'est de réfléchir ensemble et de partager des outils. On évoquait les outils tout à l'heure. On a réfléchi à des outils conjoints, donc à la construction de maquettes. Par exemple, l'autodiagnostic, l'échelle de maturité du processus, c'est une construction à deux, j'allais dire, à deux mains, entre Saint-Étienne et Lyon, et qui a abouti à un document modèle qui va être utilisé dans les deux universités. Alors, peut-être avec quelques adaptations, mais en tout cas, le modèle, c'est un document de référence construit par les deux auditeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, c'est un rapprochement sur la base de missions conjointes. On en a mené une en 2020, qui a commencé en 2019, qui s'est terminée en 2020. On a mené une mission conjointe, en tout cas une mission sur un thème conjoint, où les deux auditeurs ont travaillé ensemble sur la première phase, qui est la phase de préparation et d'appropriation du domaine, de compréhension, et sur la phase de test, où on a travaillé ensemble, encore une fois, sur les analyses des documents et du processus ou des risques sur le domaine audité. Sachant que dans ce cas-là, le rapport d'audit était bien sûr un rapport spécifique à l'université, présenté de manière individuelle par l'auditeur. Mais on est bien là dans une collaboration. Donc, on a d'audits externes possibles sur des missions, je résume, sur des missions pour des compétences non acquises par l'auditeur interne. On a des audits qui peuvent être des audits externes par définition, c'est le cas des audits de certification, et on peut avoir aussi des audits construits de manière conjointe dans le cadre d'une homogénéisation de pratiques sur une unité de lieu, par exemple sur le domaine lyonnais, stéphanois lyonnais, pour ce qui me concerne. Ce que ça peut donner en termes de réflexion. Rien n'interdit d'avoir recours à un audit externe, et j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, j'ai tendance à mettre en avant aussi le fait que, et c'est prévu par les normes d'audit d'ailleurs, un auditeur qui estime ne pas avoir les compétences pour mener un audit qu'on lui commandite devrait le refuser. Pour la simple et bonne raison, c'est que le temps aussi. Comment ? Le temps aussi, il peut ne pas avoir. Alors, il y a la question du temps. Oui, bien sûr, il y a la question du temps, mais je dirais que la question du temps, elle n'est pas accessoire, mais si l'auditeur n'a pas la compétence technique professionnelle pour mener un audit sur un processus dédié, il faut qu'il refuse la mission, même s'il a le temps derrière, parce que, de mon point de vue en tout cas, la conclusion sera forcément biaisée par sa méconnaissance, sauf à ce qu'il acquiert cette compétence en cours de mission. Et du coup, là, on revient à la question que tu poses. Effectivement, il faudrait dans ce cas-là intégrer dans le périmètre de la mission et dans l'agenda de la mission le temps d'appropriation de la compétence. Donc derrière se pose la question effectivement de est-ce qu'on est capable de s'approprier la compétence dans un temps donné pour mener à bien la mission dans l'agenda, dans le calendrier prévu, effectivement. Donc oui, tout à fait. On peut rencontrer ce cas, par exemple, dans les laboratoires aussi, où il faut une connaissance, une technicité vraiment aiguë sur certaines activités liées au laboratoire. Et un auditeur interne peut, à mon avis, là je te rejoins, ne pas avoir la compétence qu'il faut pour, et du coup, la question de l'externalisation peut être opportune à ce moment-là. Oui, avec un point d'attention quand même, c'est que l'auditeur interne doit y être associé d'une manière ou d'une autre. Il est garant quand même du respect de la norme telle qu'elle a été prévue. Donc je pense par exemple sur Lyon, si un audit externe venait à être proposé pour une mission particulière, hein, et on peut le comprendre, l'auditeur interne que je suis demanderait y être associé et serait garant du respect de la charte interne d'audit et des normes prévues par le conseil d'administration. C'est pour moi juste une évidence, qui n'est parfois pas une évidence pour celui qui commandite l'audit d'ailleurs. Non, mais effectivement, c'est primordial qu'il y ait cette association, à mon sens, pour superviser l'audit, pour rester dans le cadre fixé, comme tu dis, par la charte, et l'historique, hein, le socle. C'est l'auditeur interne, justement, l'aspect interne, c'est ce socle, cette connaissance historique de l'établissement qu'il a en plus et qui doit se mettre en rapport aussi avec un auditeur externe. Tout à fait. Si ça doit se réaliser de cette façon. Alors, c'était ma dernière question, mais j'ai une petite question spontanée pour clore cet épisode.
Eric, 3 mots qui pourraient qualifier l'organisation de l'audit interne au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. 3 mots. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a tendance à adjectifs qualifiés, qu'est-ce qui pourrait qualifier comment tu qualifierais cette organisation? Alors, je reprendrai le mot indépendance, qui pour moi est fondamental. Et en deuxième, parce que du coup, je vais peut-être rester sur 2 mots. Et le deuxième est lié à l'expérience que j'ai pu avoir. C'est le mot bienveillance. C'est-à-dire que l'auditeur doit se comporter avec bienveillance. Et donc dans le constat. Mais voilà, c'est absolument indispensable pour qu'il soit accepté dans sa mission et que les échanges se passent bien. Donc indépendance et bienveillance sont peut-être les maîtres mots que je mettrai en avant. D'accord. Pour le troisième, je réfléchirai, on en reparlera dans un autre podcast peut-être. Après, voilà, peut-être aussi l'aspect amélioration continue qui est oui, beaucoup bien revenu. sûr. Oui. Alors, c'est effectivement ce qu'il faut absolument pas oublier, et mea culpa du coup, pour le coup, c'est bien amélioration continue. C'est l'objectif principal. Tu vois, j'ai bien été attentive à tes propos. Et parfait. Donc, indépendance, bienveillance et amélioration continue. C'est parfait pour terminer, je trouve. Je te remercie sincèrement, c'est moi qui te Eric. Remercie. Et je te dis bonne continuation et on se retrouve, chers auditeurs, sur les prochains podcasts. Merci pour ta participation. Merci, au revoir. Le mois prochain, retrouvez le podcast Audit et Tendance et découvrons les nouveaux défis que devront relever les auditeurs internes de l'enseignement supérieur.